ce cours, nous allons voir qu'est-ce que l'ego. Ici, on va étudier les différentes structures. Ce cours est là pour comprendre les mécanismes de défense et ne remplace pas une psychothérapie. Est-ce besoin de le préciser? Tout d'abord, nous allons définir en bonne et due forme ce que signifie l'ego. L'ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité, de profondeur. Le synonyme, c'est moi, je. L'étymologie, c'est un mot d'origine latine signifiant moi. Le deuxième sens, c'est le sujet pensant. Nous avons vu que l'ego est la substance de la personnalité. Et vous comprendrez, comme moi, que tous ces gourous religieux qui appellent à tuer l'ego, et il y en a beaucoup, vous demandent finalement de tuer votre personnalité. Eh bien oui, plus de personnalité et vous devenez la proie de n'importe quelle doctrine, personne mal intentionnée. Il est donc très important de garder l'ego en vie, car sans lui, nous n'irions tout simplement pas très loin sur notre chemin. Le moi est la représentation et la conscience que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous avons été profondément blessés étant enfants, cette représentation et conscience de nous-mêmes est altérée par ces blessures. Et c'est là que survient le masque. Ce masque nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, car il agit comme un filtre entre le moi et la réalité. Pour ainsi dire, le masque agit comme une sorte de mécanisme de défense mis en place inconsciemment pour que le moi, l'ego, la conscience ne perçoivent pas pleinement qu'il est confronté à la blessure. Pour ainsi dire, l'ego n'a pas pleine conscience de ce mécanisme de défense mis en place par l'inconscient, au moment de sa mise en place, c'est-à-dire dans l'enfance. Mais par la suite, ce programme, car il agit réellement comme un programme, ce masque est intégré comme faisant partie de la personnalité et c'est là que ça devient problématique. Les mécanismes de défense principaux de la psychanalyse sont les suivants. Donc, nous ne pouvons pas faire l'économie de voir ces mécanismes de défense. Donc, le premier mécanisme de défense, c'est l'annulation rétroactive. Le sujet s'efforce de faire en sorte que des pensées, des paroles, des gestes, des actes passés ne soient pas advenus. Il utilise pour cela une pensée ou un comportement ayant une signification opposée. Le deuxième mécanisme de défense mis en place, c'est le clivage du moi. Le clivage du moi est le processus qui permet au sujet de maintenir au sein du moi de deux attitudes physiques à l'égard de la réalité extérieure, en tant qu'elle vient contrarier une exigence pulsionnelle. L'une tient compte de la réalité et l'autre la dénie et met à sa place une production du désir. Le clivage du moi est souvent accompagné d'un déni total ou partiel de la réalité et s'accompagne d'un clivage de l'objet. La dénégation. La dénégation est le procédé par lequel le sujet, tout en formulant un de ses désirs, pensées, sentiments, jusque-là refoulés, continue à s'en défendre en niant qu'ils lui appartiennent. Ici, on est en présence de structures névrotiques sous-tend les tournures négatives du discours. Le déni. Le déni consiste en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Ce mécanisme est à l'œuvre dans la psychose, la perversion, mais aussi dans certaines situations de la vie quotidienne. Forclusion-rejet. Terme introduit par Freud pour décrire le mécanisme de défense à l'œuvre dans le déclenchement des pathologies psychotiques.
Le Verwechslung consiste au rejet au dehors du moi, donc dans la réalité extérieure, d'une perception trop traumatisante et de la considérer comme si elle n'était jamais parvenue jusqu'au moi. Maintenu par le rejet hors du moi, le sujet ne peut donc pas se la représenter, ni même la symboliser. Les délires et les hallucinations sont donc des tentatives pour symboliser ce contenu perceptif qui ne l'est pas. La formation réactionnelle. La formation réactionnelle désigne une attitude ou habitude psychologique de sens opposé à un désir refoulé et constitue en réaction contre celui-ci. Par exemple, on a la pudeur qui s'oppose à des tendances exhibitionnistes. L'idéalisation. L'idéalisation est le processus psychologique par lequel les qualités et la valeur de l'objet sont portées à la perfection. L'identification à l'objet idéalité contribue à la formation et à l'enrichissement des instances dites idéales de la personne. Moi idéal, idéal du moi. Ici, on retrouve les pathologies narcissiques. Dans la mélancolie, l'idéalisation de l'objet perdu est une des entraves au bon déroulement du travail de deuil. L'identification. Processus psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre et se transforme, totalement ou partiellement sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue et se différencie par une série d'identifications. La projection. La projection est le processus par lequel le sujet expulse de soi et localise dans l'autre personne ou chose des qualités, des sentiments, des désirs, voire des objets qu'il méconnaît ou refuse en lui. Le refoulement. Le refoulement est le mécanisme fondateur des névroses. Il s'agit de l'opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans l'inconscient des représentations, pensées, images, souvenirs, liés à une pulsion. Le refoulement se produit dans les cas où la satisfaction d'une pulsion susceptible de procurer par elle-même du plaisir risquerait de provoquer du déplaisir à l'égard d'autres exigences. Les refoulements se traduisent par des phénomènes d'oubli. Toutefois, on observe plus souvent des retours de refoulés, comme les lapsus, les actes manqués, les symptômes, les rêves, etc. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais je ne pouvais pas faire l'économie de vous parler de ces structures façonnées par l'inconscient, ou autrement dit le ça, et intégrées par l'ego. Chaque structure met en avant des types d'angoisse et correspond aux différents stades d'évolution du psychisme humain. Donc nous avons tout d'abord l'angoisse de castration, typique des problématiques oedipiennes. Alors ici, on a la peur d'échouer ou de réussir propre à la névrose et une angoisse du registre de l'avoir et de l'identité sexuelle. Ensuite, on a l'angoisse de la perte d'objets, problématique limite et ou dépressif. Donc on retrouve les dépressions, borderline, anciennement maniaco-dépressif, et tutti quanti. Angoisse de la persécution et de morcellement que l'on rencontre dans la psychose, dans la paranoïa et la schizophrénie. On voit bien donc ici qu'il est question de structure. Une structure est enfermante et bloquante et il est difficile d'en sortir. On ne traitera pas ici les cas dépressifs, limites, ni la paranoïa et la schizophrénie. Donc on va traiter par contre les dépressions, quand je dis on va traiter, à travers donc du coup ce que je vais vous enseigner, on peut avoir un impact et un espoir de guérison sur les dépressions dites réactionnelles et bien sûr on va s'attarder sur l'angoisse de castration et la peur d'échouer et de réussir, hein, qui souvent sont la base de nombre de névroses.
Nous sommes tous névrosés. Voilà, déjà, ça c'est dit. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème psychologique, comme on l'a vu, le refoulement est le mécanisme fondateur de névrose. Qui peut se targuer aujourd'hui de ne rien refouler, de ne rien nier dans sa vie? Nous cherchons tous à repousser des expériences dans l'inconscient, et ici, avec nos 5 blessures, nous sommes vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi l'inconscient cherche-t-il finalement à refouler ces blessures? Car elles procurent du déplaisir, de la souffrance, et l'inconscient veut nous protéger de cette souffrance. Et une fois cette structure intégrée, l'ego tournera en boucle et prendra cette structure comme une habitude et fera tout pour perpétuer cette structure et nous éloigner de cette blessure. Pour ce faire, il adoptera le masque de la blessure, comme on l'a déjà vu. Donc pour le rejet, on a vu qu'on adopte le masque du fuyant. Pour l'abandon, on adopte le masque du dépendant. Pour l'humiliation, le masque du masochiste. Pour la trahison, le masque du contrôlant. Et pour l'injustice, le masque du rigide. Ainsi, chaque fois que la blessure sera réactivée, l'ego portera le masque correspondant afin de ne pas souffrir. La blessure est refoulée et la personne, au lieu de vivre finalement, survit. Et comme la blessure n'est pas conscientisée, car le masque agit comme un filtre entre la blessure et la réalité vécue, la guérison ne peut s'opérer. Finalement, ce qu'il y a à rajouter, en faisant bien sûr de gros raccourcis, je le précise, c'est que dans toutes ces psychopathologies, le point fondamental à retenir, c'est qu'il existe une dissociation interne et que nous tentons par divers moyens de le nier ou de l'expulser de nous en le projetant sur autrui. C'est cet état dissociatif qui est le nœud du problème. En ce qui me concerne, et beaucoup d'autres me rejoignent dans cette interprétation, cette dissociation est une incohérence entre d'une part les désirs de l'âme et d'autre part les souhaits de l'ego qui souvent sont orientés, comme on l'a vu, par l'inconscient pour protéger la personne. Et plus la problématique est niée, plus elle s'aggrave. La névrose, si elle n'est pas conscientisée, une névrose laisse entendre que nous sommes conscients que quelque chose ne va pas dans notre psyché, ce qui amène à consulter, à chercher des réponses. Contrairement à la psychose, où la personne n'est pas consciente, mais en plus projette sur l'autre ses propres problématiques. Donc si on va plus loin dans la compréhension, cette dissociation, incohérence est la résultante d'un désir de l'âme souvent porteur, d'une part, et d'autre part d'un souhait de l'ego, de croyances plombantes qui empêchent l'âme de s'envoler. Cela crée un tel conflit à l'intérieur de soi, une énergie énorme est sollicitée pour maintenir la situation, pour ne pas changer. Si on ne résout pas le problème, vient, au bout d'un moment, la nuit noire de l'âme, qui est un signal d'alarme de l'âme à son ego pour lui dire qu'il devient urgent de changer de système. C'est en ça que la dépression réactionnelle, le burn-out et tous ces signaux amènent très souvent, lorsqu'ils sont entendus par l'ego et pris au sérieux par un éveil. Car la souffrance amène la recherche de solutions et donc la délivrance. Lorsque l'on souffre, on essaye de comprendre ce qu'il se passe. On a tout pour être heureux, mais ça ne va pas. Tout simplement parce que nous ne sommes pas alignés, âme, ego. Ce sont ces personnes, par exemple, qui font le même métier que papa, ou qui sont mariées, ou qui ont des enfants parce qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants. Tout le monde le fait, Sauf que l'âme avait une autre mission, d'autres projets. Et finalement, à force
d'aller à l'encontre de ses projets et de sa mission. Elle finit par s'éteindre à petit feu, en colère d'être mise de côté, relayée au second rang. Le thème natal est la carte routière que l'âme donne à l'ego afin de s'unifier sur un chemin qui plaît aux deux, âme et ego. C'est la voie royale de l'existence. Selon Carl Gustav Jung, le changement ne peut germer que dans l'individu, et ce peut être dans n'importe lequel d'entre nous. Personne ne peut se permettre d'attendre en regardant autour de soi que quelqu'un d'autre vienne à accomplir ce qu'il ne veut pas faire. Malheureusement, il semble qu'aucun de nous ne sache quoi faire. Peut-être vaudrait-il la peine que chacun interroge en se demandant si son inconscient ne serait pas quelque chose qui pourrait nous être utile à tous. C'est pour ça que dans mes formations, je travaille avec l'inconscient et vous donne des outils pour faire ce travail par vous-même. Car ma devise est de vous enseigner comment pécher plutôt que de pécher pour vous. Et cela vous rend autonome et responsable de votre guérison. Une autre phrase de Jung que j'aime beaucoup est celle-ci, et qui résume aussi ma pensée. Je cite. « Je sais ce que diraient les bouddhistes. Tout irait bien si les gens consentaient à suivre l'octuple voie du dharma et à apprendre à connaître véritablement le soi. Les chrétiens nous disent que si les gens croyaient en Dieu, le monde serait meilleur. Le rationaliste, quant à lui, déclare que si les gens étaient intelligents et raisonnables, tous les problèmes seraient solubles. L'ennui est qu'aucun rationaliste ne s'arrange jamais pour résoudre ces problèmes lui-même. Les chrétiens demandent souvent pourquoi Dieu ne leur parle plus, comme on croit qu'il a fait dans le passé. » Je ferme la parenthèse. Nous obtenons nombre de réponses si nous interrogeons notre inconscient. C'est pour ça que les tarots oracles sont un outil puissant qu'il ne faut pas négliger, ainsi que les rêves. Notre inconscient nous parle sans cesse, mais nous ne croyons pas en ces messages, nous ne croyons pas en ces symboles. Carl Jung dit à ce propos, je cite, « On sous-estime si généralement l'âme que ni les grandes religions, ni les philosophes, à part quelques exceptions, ni le rationalisme scientifique n'ont daigné approfondir cette étude. J'ai passé plus d'un demi-siècle à étudier les symboles naturels et je suis arrivé à la conclusion que les rêves et leurs symboles ne sont ni stupides, ni dénués de sens. Au contraire, les rêves nous procurent les connaissances les plus intéressantes si l'on se donne la peine de comprendre leurs symboles. Le plus grand instrument de l'homme, sa psyché, jouit de peu de considération et est souvent ouvertement traité avec méfiance ou mépris. Ce n'est que psychologique signifie trop souvent, ce n'est rien. Il contient tous les aspects de la nature humaine, la lumière et l'ombre, la beauté et la laideur, le bien et le mal, la profondeur et la sottise, l'étude du symbolisme individuel, aussi bien que du symbolisme collectif, est une énorme tâche et on ne l'a pas encore pleinement dominée. Mais l'on a enfin commencé. Extrait du livre « Essai d'exploration de l'inconscient » de Carl Gustav Jung. Donc, nous avons vu que des blessures engendrent des mécanismes de défense qui génèrent des masques, qui filtrent notre réalité et nous empêchent de guérir. Mais comment s'en sortir alors? On va voir ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.